Les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sont des lieux de vie où, en dépit du vieillissement, en dépit des maladies neurodégénératives qui peuvent accompagner le vieillissement, se tissent des liens à la faveur de rencontres. Et certaines de ces rencontres sont des rencontres amoureuses dont la sexualité peut ne pas être absente. Et bien qu'il faille dépasser la problématique réductionniste qui ne viserait que la sexualité en EHPAD, il va sans dire que ces établissements sont alors interpellés, notamment par les familles, sur leur mission. Car l'EHPAD a-t-il pour mission de garder, de surveiller ou d'accompagner les personnes qui viennent y passer les dernières années de leur vie? En bref, la mission des personnels doit-elle être d'organiser une liberté surveillée des résidents, comme si les EHPAD étaient des lieux de privation de liberté? Mais en même temps, peut-on tout laisser faire au nom du libre arbitre? Et ainsi peuvent se vivre des dilemmes éthiques. Que faut-il faire au nom du principe de bienfaisance? Empêcher les rencontres? Et comment? De deux résidents qui s'engagent dans une relation amoureuse alors que l'un d'eux est marié et que son conjoint est resté au domicile et vient quand même de temps à autre lui rendre visite. Les familles et notamment les enfants qui découvrent ces relations sont déstabilisées, émotionnellement éprouvées et même irritées, et elles demandent au personnel de ne pas laisser faire. Mais si les deux protagonistes sont bien sûr consentants et heureux de leur rencontre, leur bien ne doit-il pas se juger à la satisfaction que leur relation leur procure? Que faut-il faire au nom du principe d'autonomie? Certes, on clame partout qu'il faut respecter l'autonomie fondatrice des droits de l'homme et du citoyen, y compris du citoyen âgé, même résident en EHPAD, même malade. Mais l'autonomie devrait procéder d'une décision éclairée, pensée, inscrite dans un projet de vie. L'autonomie doit aussi être en cohérence avec l'histoire des personnes et ce que cette histoire dit de leur identité personnelle, familiale, sociale, de leur manière d'être et d'être au monde. En somme, l'autonomie et aussi l'authenticité. Soit, mais si la rupture du lien familial provoquée par leur mise en institution, les altérations du jugement ou la désinhibition provoquée par une maladie neuroévolutive font que ces sujets sont en fait hétéronomes, en contestant leur capacité de consentement et en les considérant comme soumis à des pulsions qu'ils ne savent plus contrôler. N'est-ce pas au contraire les protéger que d'empêcher les rencontres alors même qu'elles paraissent les épanouir? Ou alors doit-on considérer que l'essentiel est dans les choix que l'on pose, à condition qu'ils soient stables, en distinguant les rencontres multiples que l'on étiquetterait comme pulsionnelles et les rencontres stables qui exprimeraient une relation amoureuse? Mais qui peut en juger vraiment? Le consentement n'est-il que rationnel et l'autonomie ne peut-elle pas s'exprimer dans le champ du désir? Notre société est mal préparée à affronter cette problématique. On avait pensé que l'EHPAD était un lieu de vie, où la vie ne pouvait que décroître, toutes émotions éteintes pour construire des projets fades, davantage bâtis pour déculpabiliser la société que pour répondre aux exigences, aux contraintes, au processus adaptatif que l'EHPAD suscite. Ceci invite aujourd'hui à repenser le rôle de l'EHPAD dans la cité. Comment vivre dans une société qui s'apprenne à être de plus en plus inclusive, en faisant en sorte que les plus âgés, souvent malades, ne soient pas mis à l'écart dans un continent étanche au reste du monde. En attendant, il n'y a pas de solution magique, mais les personnels d'EHPAD savent qu'ils doivent, avec les familles et les pensionnaires, préparer l'avenir en établissant des lieux de parole, en évoquant les enjeux éthiques de ces relations qui se nouent, se dénouent et peuvent bousculer. Mais nombre de ces personnels demeurent insatisfaits, perplexes, voire angoissés. Il serait trop facile d'exciper d'une éthique de conviction prompte à rappeler des règles plus exigeantes et une éthique de responsabilité qui tente d'accompagner malades et familles au plus près de la vie, au plus près de leur vie. Car la difficulté est paradoxalement là, la vie reste têtue jusque dans ses moments ultimes.